Bonjour à tout le monde, bienvenue sur le groupe Pétanque. Donc aujourd'hui je suis à Lyon, je viens rencontrer mon ami Joseph Sanfilippo, merci à toi. Merci à toi Ludo, je suis ravi de t'accueillir ici à Lyon. Très bien, on va faire un petit interview, on va parler un petit peu de la pétanque, de ta vie à toi, de plein de choses. Déjà la première chose, je vais te laisser quand même te présenter auprès des gens parce que tout le monde ne te connaît pas encore. Mais évidemment, donc, je m'appelle Joseph Sanfilippo, je suis surtout âgé de 52 ans, je suis marié et j'ai 4 enfants. Très bien, tu travailles sur Lyon, explique-nous un petit peu quand même ton travail aussi. Alors, je suis directeur départemental France Travail du Rhône. Donc j'ai évidemment en charge l'ensemble des agences du département. Donc il y a 23 agences dans le département du Rhône et 1400 collaborateurs. Voilà, donc c'est une activité très prenante qui m'occupe à temps plein bien évidemment, mais qui me procure beaucoup d'épanouissement professionnel. Donc j'adore mon métier et aujourd'hui j'essaye bien évidemment de contribuer à faire évoluer l'emploi dans le département, dans les territoires. Ça c'est important parce qu'il y en a des fois qui ont un petit peu du mal et justement d'avoir des gens comme toi et tes collaborateurs, comme tu dis, c'est de les guider justement envers ces entreprises. Oui, parce qu'il y a des idées reçues sur France Travail. Alors nous on s'appuie quand même sur des chiffres qui sont factuels, presque incontestables, puisqu'on fait appel à Ipsos chaque mois pour interroger à la fois les demandeurs d'emploi qui sont accompagnés par nos conseillers et les entreprises dans le cadre de leur recrutement. Et aujourd'hui, dans le Rhône par exemple, c'est 88% des entreprises qui sont satisfaites de nos services et c'est 82% des demandeurs d'emploi qui sont satisfaits de leur accompagnement. C'est-à-dire je me réjouis de ces chiffres. Alors on peut faire encore mieux, sans doute, mais on est déjà sur une qualité de service qui me satisfait. Bon, très bien. Comme tu l'as dit, on travaille ton travail est situé sur Lyon. Sinon, tu résides où? Alors moi, je suis stéphanois. Je suis stéphanois à la base. D'ailleurs, j'ai commencé ma carrière à Saint-Étienne, comme CDD, parce que j'ai un parcours un peu atypique. J'ai pas de diplôme en fait d'études supérieures. Donc j'ai commencé en CDD, et ensuite en intérimaire. Et puis une vocation est née. Voilà, celle de manager, moi je ne savais pas, je ne savais pas du tout, et puis du coup rapidement on m'a fait confiance et on m'a donné la direction d'une antenne ACDIC à l'époque, et puis bien évidemment j'ai gravi tous les échelons pour être aujourd'hui directeur départemental. Très bien. On va parler un petit peu aussi, moi je suis là parce qu'on se connaît par rapport à la pétanque, mais est-ce que tu as d'autres passions que ton travail, parce que malgré tout le travail avant tout c'est une passion, et la pétanque? Alors oui, alors d'abord en bon stéphanois, je suis passionné de foot. Ah oui. Voilà, vous n'êtes pas très bien en ce moment. C'est génétique. Toutes les personnes de ma génération sont nées à la clinique Michelet à Saint-Étienne et véritablement on est avec cette passion des Verts, toujours aujourd'hui, toujours présente, c'est à vie, on ne s'en démarque pas. Donc bien sûr je suis un passionné de foot, j'en ai fait pendant 40 ans. Et en fait mon arrivée à la pétanque c'était par hasard, c'est surtout parce que j'ai eu une grave blessure à la cheville qui m'a du coup éloigné des terrains. Très bien. J'ai d'autres passions aussi, la pêche notamment, les voyages. Non, je ne parle pas évidemment de tout le cercle aussi de la famille et puis des amis, parce que j'aime aussi tous les instants conviviaux. Voilà. La pêche, je trouve que c'est une très bonne passion parce que c'est un endroit dans la nature où on peut se permettre de décompresser du reste du week-end, parce que malgré tout la pétanque, la compétition, il y a du stress, alors que la pêche, on y va, on est relaxé, on est détendu. C'est moi qui pratique la pêche aussi. Ah, d'accord. Je connais un petit peu. Ouais, c'est vrai que c'est des instants agréables. C'est vrai. On pense à rien d'autre finalement qu'à la pêche, qu'à son poisson, qu'on ne prend d'ailleurs pas très souvent. Je veux dire, je ne suis pas non plus le pêcheur du siècle. Mais j'adore aller à la truite notamment, ça me fait marcher un petit peu parce que je ne fais pas beaucoup d'exercices. Ça, en rivière, c'est joli. Voilà, en rivière, c'est plutôt agréable. On va passer au deuxième sujet qui va nous parler un petit peu de la pétanque. Donc comment déjà la pétanque t'est venue? Tu nous as dit que c'était une blessure, mais par suite à une blessure? C'est suite à une blessure parce que j'étais footeux, donc j'ai joué pendant près de 40 ans. Et puis en 2016, il me fallait absolument trouver une activité en fait. J'ai un travail qui est assez prenant. Mentalement, bien sûr, et évidemment physiquement c'est autre chose, mais en tout cas mentalement. Et j'avais besoin de déposer cette charge mentale. Je n'avais plus le foot. Et crois-moi, ça peut être envahissant. Et donc, totalement par hasard, je me suis dit, tu joues à la pétanque depuis que tu es tout petit en loisir. Pourquoi tu ne t'inscrirais pas dans un club? Et j'étais à Narbonne à l'époque. Et alors ça a été simple, je suis allé sur Google, j'ai tapé pétanque Narbonne. Et j'ai appelé le premier club
que j'ai trouvé. Et figure-toi que j'ai été accueilli par le club de Narbonne-la-Nadière, qui est un club sympathique, familial, avec un président super. J'embrasse Jérôme Albec, le président. Vraiment, ils m'ont intégré. Et du coup, j'ai commencé la pétanque à Narbonne. Et puis ensuite, il a fallu revenir ici en 2022. 2022. Et là, j'ai été accueilli à la pétanque lorrainoise. J'étais en période de transition, puisque je voulais continuer la pétanque. Et puis cette année, j'ai voulu rejoindre Jean-Philippe Soricotti, que tout le monde connaît, ancien responsable du collectif féminin de France, qui a fait beaucoup pour la pétanque, qui aujourd'hui est le sélectionneur de la Pologne. Et puis il y a aussi des joueurs avec qui je joue dans des sauvages, dans des officiels. Je pense à Kevin Bérardier notamment. Oui, chaque fois que je vous ai vu, il était en forme. Et oui, il était en forme, très très en forme. Ça m'a permis d'ailleurs d'ouvrir mon compteur tournoi officiel, puisqu'on a notamment gagné le triplette à Annonay. Et puis moi j'y étais, j'ai pas vu toutes les parties, mais la partie que j'ai regardée, tu n'as pas démérité. Tu as fait du beau jeu, gentil à toi. Bien pointé. Oui, tu m'as filmé d'ailleurs. Oui. Voilà, et puis entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des histoires, notamment quand j'étais dessus, j'ai fait la connaissance de Marcel Laborde. Oui, un grand monsieur de la pétanque. Grand monsieur de la pétanque, et figure-toi que j'habitais à Carnon, et en dessous de chez moi, il y avait un boulodrome, enfin en tout cas, il y avait à l'extérieur le boulodrome de Carnon. Un jour, il y a un tournoi à la mêlée, je demande si c'est ouvert à tous, ils me disent oui, je m'inscris, et là je fais la connaissance à peu près de la moitié de Carnon. Je suis assez simple dans les relations. Et du coup, une fois, un jour, on m'a présenté Marcel, et puis ça a rapidement matché, et puis il m'a rapidement proposé de le rejoindre dans l'équipe pour organiser le mondial de Montpellier. On est très content qu'il revienne, le mondial. Très content qu'on revienne. Je crois que tout le monde se réjouit aussi du fait que maintenant on revienne à Odysseum, parce qu'on a fait une parenthèse, mais indépendant de notre volonté, tu sais, plaque de la mairie, et sur les berges du Lez. Mais là, on est revenu à Odysseum, et cette année, on sera encore à Odysseum. Mais effectivement, ça m'a permis de connaître Marcel, et puis plus tard, de connaître Franck, Cindy, Roby, et de fil en aiguille, à force de faire des débats entre nous, Franck se lève un jour et nous dit « Mais écoutez, plutôt que de parler entre nous, est-ce qu'on n'en ferait pas profiter les auditeurs, et pourquoi on ne ferait pas une émission ?» Voilà, donc l'idée vient évidemment de Franck. Mais tout ça est né de nos conversations, parce qu'on refaisait le monde. C'est comme moi le club de pétanque qui est né parce qu'avec ceux du club d'Annéron, on cherchait les concours de pétanque, on a dit on va créer un groupe et on va mettre les affiches et ça va être devenu ce que c'en est maintenant. Et voilà. Très bien. On va parler un petit peu de ton club parce que comme tu l'as dit, on connaît tous le président, donc je vais te laisser présenter un petit peu le club. Alors mon club c'est la Team Pétanque 42, donc c'est un club de la Loire, comme son nom l'indique. Qui est basé aujourd'hui à Roche-la-Molière. Donc le président c'est Jean-Philippe Soricotti. C'est un club qui est tout jeune, il a 1 an d'existence. Donc j'ai été, je me suis rapproché de Jean-Philippe parce qu'il y a un beau projet, je trouve, dans ce club, qui veut se développer, mais progressivement. Il ne veut pas non plus exploser et faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment conduit avec intelligence. Moi, son projet, il me plaît. C'est un projet moyen-long terme. Il veut faire grandir ce club, attirer des joueurs qui puissent s'intégrer dans ce club. Et puis avec des vraies ambitions. Enfin, pour la première année, il y a eu 2 champions de la Loire en doublette masculine, et puis champion CDC également, 4e division, puisqu'il démarre. Donc il y a déjà du palmarès. Donc des très très bons joueurs, et moi je me trouve très très bien. Moi ce que j'ai apprécié sur ce club-là, c'est que c'est un des seuls clubs où j'ai trouvé la communication extraordinaire sur les réseaux sociaux. Parce que ils ont fait une présentation du projet, ils ont fait une présentation des joueurs, donc c'est important parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui le font, et justement ça permet de connaître ce club-là. Alors c'était un peu la demande de Jean-Philippe, c'est-à-dire que comme il connaissait un petit peu mes facilités dans la communication et dans la gestion de plusieurs pages Facebook, donc il m'a demandé si j'étais d'accord pour justement assurer la partie communication. Alors, j'ai accepté, bien évidemment. Je savais même pas que c'était toi. Ah, tu savais pas que c'était moi? Non. Alors c'est moi. Parce que c'est la page avec le nom du club qui publie, donc je savais pas que c'était toi. Alors c'est moi, bien sûr, qui m'occupe de la page Team Pétanque 42. Mais bien évidemment, avec Jean-Philippe, on essaie de mettre des rubriques, on essaye évidemment d'innover, mettre des petites photos, donc ça fait vivre un petit peu. Mais justement, c'est ce que je trouve que c'est bien, parce qu'on se plaint tout le temps de la communication, et là il y en a, donc il faut le souligner. Merci beaucoup en tout cas.
Sinon, toi, en tant que joueur, quelles sont quand même tes ambitions en tant que joueur? Parce qu'on le sait que tu n'es pas un joueur professionnel, que tu es un joueur amateur, et tu as quand même une certaine ambition. Oui, c'était pas le cas au début. C'était pas le cas en 2016. En 2016, c'était vraiment de progresser. Je pense sans prétention que j'ai progressé, mais à mon niveau, bien évidemment. Mais aujourd'hui, j'aimerais sortir du promotion. Voilà, si je pouvais, dans un an ou deux, pourquoi pas passer à catégorie honneur, ce serait une victoire personnelle. Mais j'en fais pas. J'en fais pas du tout un objectif majeur, ça m'empêche pas de dormir. Tu as bien raison. Mais après, c'est vrai que. Alors, c'est pas une critique, mais c'est le seul sport où il n'y a qu'une seule catégorie pour moi qui est valorisée, puisque c'est le championnat de promotion. Il n'y en a qu'un. Il n'y a pas de championnat d'honneur, il n'y a pas de championnat de vie. Est-ce que ça ne t'en ferait peut-être pas une petite priorité d'essayer de faire un petit résultat dans le championnat? Ah si, bien sûr. Bien sûr. Après, bien évidemment, tout ça est un peu aléatoire, mais oui, bien sûr, on a envie à chaque fois de faire cette compétition. La promotion, on est entre nous. Ouais, c'est là aussi où tu peux grappiller des points, parce que dans les nations, c'est presque impossible. Donc, championnat de promotion, oui, c'est une opportunité pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire, quand on est coincé promotion, je me dis que là, c'est le moment. Donc oui, on va essayer d'aller le plus loin possible. Je fais confiance en mes 2 coéquipiers de cette année. Voilà, on a une belle petite équipe homogène, donc on va faire tout notre possible pour être présent le plus loin possible. Très bien. Avant de passer à la question suivante, je me rappelle d'un truc que tu m'as dit, et tu vas peut-être avoir encore des nouveaux points sur ta licence. Cette année, tu auras la chance de faire une très belle compétition avec 2 bombardiers. On va parler de faïence. Voilà. Ouais, j'ai la chance d'être bien accompagné à Fayence cette année. Donc, quand même aussi de saluer Serge pour le gros travail qu'il fait. Moi, j'étais présent l'an passé et je me suis régalé. Oui, tu as commenté avec moi. Et j'ai commenté avec toi d'ailleurs. Oui, j'ai commenté avec toi. C'était un bon souvenir. J'adore commenter aussi d'ailleurs. Mais cette année, tu auras peut-être moins la chance. Cette année, peut-être moins. Bon, après, encore une fois, on sait jamais où boulin. La pétanque, c'est pas une science exacte. Mais aujourd'hui, j'ai la chance, de jouer avec Kevin Bardier, qui est champion de la Loire et qui, me semble-t-il, est des meilleurs tireurs de la région. Et puis surtout le champion du monde, Alessio Cucciolo, qui nous fait aussi le plaisir de jouer avec nous. Voilà, donc on aura une triplette, j'allais dire équilibrée, puisque, bon, alors il y aura un pointeur d'un niveau très humble, mais il y aura sans doute le meilleur milieu du monde et un des tireurs d'avenir. C'est marrant parce qu'on dit un des meilleurs milieux du monde et il a fait un championnat du monde tout au point. C'est vrai, mais sa place naturelle, c'est milieu. Les choses peuvent changer. On le voit d'ailleurs avec Henri, qui est de plus en plus au point, qui a toujours été milieu, mais il y a un peu, ça peut varier. Après, il avait fait des tireurs quasiment avec lui, donc il n'avait pas trop chaud. N'oublions pas qu'à l'Italie, au départ, il y avait des pointeurs purs. Je pense à Flo Cometto, quand même, qui a démarré l'aventure. Aujourd'hui, on a Andrea qui est quand même beaucoup plus milieu, voire tireur. Donc, Alessio, tout naturellement, s'est positionné comme pointeur. Mais enfin, le résultat est bon. Oui. Et puis, c'est mérité. Et c'est un double champion du monde. Et voilà, donc c'est une fierté. C'est une fierté pour moi. Tout à fait. On va parler de quelque chose. Donc, je sais qu'il y a 2 sujets qui tiennent à cœur. Déjà, il y a les féminines parce qu'elles n'ont pas été assez. Bon, ça commence à monter l'évolution de la pétanque féminine. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il y a un enjeu de féminisation à la pétanque. Il y a un enjeu de féminisation, c'est clair. Aujourd'hui, elles ne sont pas traitées de la même façon que les hommes. Il faut être assez objectif sur ce fait-là. Alors, bien sûr, il y a des débats sur le niveau, sur le nombre aussi de filles en capacité de pouvoir jouer justement à haut niveau. Moi, je pense que du coup, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que si justement on ne les accompagne pas, si on ne les médiatise pas, si on ne leur permet pas d'avoir les mêmes conditions que les hommes, il est clair qu'on ne va pas pousser à développer la pétanque féminine. Moi, je suis à fond pour développer cette pétanque, pour les faire rayonner. Moi, par exemple, j'avais évoqué l'idée d'un master féminin. Alors, on crie au scandale, mais je crois qu'il y a aussi des positions machistes et sexistes qui sont encore bien ancrées à la pétanque. On est au XXIe siècle. Je crois qu'il est temps de bouger, et il est temps de faire bouger la pétanque, et ça doit aussi profiter à nos féminines, parce qu'on a quand même des sacrées joueuses. Moi, je me régale autant à avoir une partie féminine, et je le dis sincèrement. La finale des féminines au PPF. Je me suis régalé. Et d'ailleurs, félicitations à PPF parce que c'est un des seuls organismes qui met vraiment les féminines en avant. Oui, et vraiment c'est important, parce qu'elles ont leur circuit.
Elles sont filmées, elles sont médiatisées. Et honnêtement, on a vu des belles parties. Alors parfois, ça passe à côté. Bien sûr, oui, les hommes aussi. Mais les hommes aussi. Voilà. Et vous savez, ce qu'on dit d'ailleurs sur la parité homme-femme, on dit qu'on aura réussi dans l'égalité homme-femme lorsqu'on mettra en avant des femmes qui ne sont pas à la hauteur. Pas mal dit. Voilà. On la retiendra. Et celle-là, il faut la retenir. Très bien. Très bien. Dernier sujet qui était vraiment très très cher à cœur, c'est les jeunes. On a eu tous les deux le même, parce que moi aussi ça me tient à cœur, les jeunes, tu l'as bien vu, tu es venu chez nous au mois de novembre. Ben oui, d'ailleurs, moi ce qui m'a plu chez toi, c'est cette volonté, cette mobilisation pour la jeunesse. En fait, ça démarre par ici, ça démarre par la jeunesse. Moi je trouve aujourd'hui qu'il y a une forme d'immobilisme. On n'encourage pas véritablement aujourd'hui, tel que je l'observe, la jeunesse. Et pourtant, si demain on veut plus de licenciés, il faut que ça commence d'abord par les jeunes. Il faut bien qu'on les attire, il faut qu'on les intéresse. Tu sais, par exemple, moi je plaide pour qu'on puisse repasser un championnat de France jeune à 128. Oui, je l'avais entendu. Que chaque département puisse avoir son équipe de jeunes. Non, on repasse à 64. Bon, c'est des drames parfois. Et quand on est dans un club, quand on veut défendre son département, mais il y a de la fierté chez ces gamins, il y a des lumières qui s'allument. Donc moi, ça, c'était quelque chose à laquelle je tenais. Ensuite, je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'écoles de pétanque. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour développer les écoles de pétanque aujourd'hui? Pas grand-chose, il n'y a pas suffisamment d'éducateurs. Qu'est-ce qu'on fait pour attirer les éducateurs? Est-ce qu'on ne pourrait pas donner des petits coups de pouce? Est-ce qu'on ne pourrait pas financer des formations? Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des labels? Voilà, des labels qui permettraient justement à des clubs d'être reconnus comme des formateurs de la jeunesse. Donc oui, il y a plein de choses, il faut les encourager. Moi j'ai apprécié que tu puisses m'inviter au D4 Tours. Ça nous tenait à cœur. Je me suis régalé, j'adore voir aussi les jeunes jouer, mais attention, il ne faut pas se tromper de combat. Si on veut plus de licenciés et développer notre sport, ça passe d'abord par les jeunes. Tout à fait. Donc ça c'est super parce que comme tu le dis, les jeunes, on en a besoin. Et moi, je trouve qu'il manque quand même un petit peu de la compétition pour les jeunes parce qu'il y en a beaucoup l'été. Et l'hiver, il n'y a que pour les seniors et c'est dommage. Exactement, mais je pense qu'on peut aussi faire plus de nationaux. Bien sûr. Voilà. Il faut qu'on puisse de toute façon occuper ces jeunes et surtout les faire vivre cette passion, cette passion. Et la passion, qu'on le veuille ou non, c'est aussi avec la compétition. L'entraînement, c'est bien, mais il faut quand même les amener à la compétition. Et organisons pour eux un maximum de manifestations. Et c'est ce que tu as réussi à créer. Malheureusement, je crois qu'il s'arrête. Oui. Bon, en tout cas, bravo pour tout ce que vous avez réalisé. C'est dommage, par contre. On en a fait 4 quand même. Ouais, bravo. On a fait ça 4 ans. Et Joseph, on va parler un petit peu aussi quand même du règlement, puisqu'il y en a un dans tous les sports, donc c'est important. Et puis, j'y pense aussi, on va parler des arbitres, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur aussi. Oui. Donc déjà, ce que tu penses du règlement, et si tu as quelque chose que tu voudrais modifier. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le règlement. Il y a beaucoup de débats qui sont très très animés. Il y en a eu un il n'y a pas très longtemps sur les tenues. Oui. Aujourd'hui, je ne m'explique pas comment on n'est pas en capacité de créer une règle qui soit identique pour tout le monde. Je ne comprends pas. J'ai appris qu'on avait le droit de jouer en jean et en legging dans certains endroits, alors que par exemple dans la Loire ou dans le Rhône, par exemple, c'est totalement interdit. Dans le Rhône, c'est vrai que c'est un des seuls départements que je connais, quand tu fais un concours départemental, c'est bas sportif et tenue du club. Voilà. Mais en championnat, par exemple, dans la Loire, c'est exactement la même chose. Donc si tu as un jean, tu ne joues pas. Bon. Donc j'apprends qu'on peut jouer qu'un jean ailleurs. Bon, donc il va falloir, une bonne fois pour toutes, sécuriser et prendre une décision pour toutes les compétitions. Bien sûr. Ça me semble clair. Deuxième élément, il y a un règlement qui m'insupporte. C'est Joseph Sanfilippo qui parle, des gens ne sont pas d'accord avec moi, mais je vais quand même le dire. C'est le but, le lancement du but. Ils sont pas le lancer du but. Règle. Enfin, c'est quoi cette affaire d'aller poser le but avec la main? Mais c'est quoi ce règlement? Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je plaiderais pour une alternance du jet de but. On jette le but, il n'est pas bon, c'est l'équipe adverse. Comme jette ça, le but. Alors avant, non, parce qu'avant, l'équipe adverse avait 2 lancers ou 3 lancers, je crois. Ouais. Là, j'alternerais. C'était en fait 3 lancers pour le premier. Oui. Si tu ne mets pas bon, 3e lancer l'autre. Et par contre, s'il mettait dans les 3 lancers pas bons, c'était le premier qui le prenait, qui le plaçait. Exactement. Et bien moi, là, ici, devant la caméra, je fais une proposition qui consiste à: je jette le but. S'il est noyé, l'équipe adverse jette le but. S'il le noie, eh bien c'est à nouveau l'équipe qui avait gagné la main qui rejette le but, etc. En alternance. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de sujet. Mais cette idée de placer un but, alors
Je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. Je sais que c'est un règlement qui a été fait pour le spectacle. Bien sûr. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, on peut noyer le but, la partie dure plus longtemps, il y a du suspense, etc. Bon, je veux bien, enfin, on peut avoir du spectacle sans noyer les buts, on l'a vu au PPF, c'était pas quelque chose qui était voilà, très fréquent. Le spectacle, il y en avait avant qu'on pose le bouchon. Tout à fait. Et puis j'ai un troisième règlement, vraiment, et là aussi, ça a fait beaucoup polémique, c'est que moi, j'essaierai, je testerai au moins, pendant peut-être un an, je ne sais pas, ou 2, je testerai le fait de ne plus toucher le terrain. Ça, il y en a beaucoup qui le demandent. On ne touche plus le terrain. À partir du moment où on a jeté le but de la première mène, on ne touche plus le terrain. Voilà. J'aimerais qu'on l'essaye. Pourquoi on ne fait pas une expérimentation? On dit, bah voilà, tel comité expérimente. On fait un bilan, une évaluation, on généralise ou on arrête. Mais essayons. Voilà. Maintenant, à la décharge quand même des instances, vous savez que le règlement, il est régi par la Fédération internationale et pas par la Fédération française. Donc, ce qu'on peut faire en revanche, c'est peut-être inviter nos dirigeants français, qui sont aujourd'hui nouvellement élus, peut-être à discuter quand même avec la Fédération internationale. C'est pas parce que la Fédération internationale crée des règles qu'elle doit être toute puissante. Donc je crois que la Fédération française peut faire du lobby et faire comprendre à la Fédération internationale qu'il y a quand même 2-3 règles à changer. Voilà, donc voilà mes propositions sur le règlement. Très bien. On va parler des arbitres, parce que cette année, ça a été une année mouvementée pour les arbitres. Alors moi, je vais te dire ce que je pense, et après tu me diras ce que tu en penses. Moi, je trouve quand même qu'en tant que sport, c'est inadmissible de faire ce qui se passe avec les arbitres. Pas d'arbitre, pas de compétition. Comment on peut être plus clair? S'il n'y a pas d'arbitre, il ne peut pas y avoir de compétition. On est bien d'accord. On a tous une licence pour jouer. Oui. Donc si on commence à insulter et à agresser les arbitres, il n'y aura plus de compétition. Je suis d'accord avec toi. On n'est pas assez sévère. Voilà, on n'est pas assez sévère. Moi, je serais beaucoup plus sévère. On l'a proposé dans le programme avec Laurent Rouget, et véritablement, il faut frapper fort. Je crois qu'on est autorisé à aller jusqu'à 20 ans. À vie, c'est interdit. On ne peut pas à vie, parce qu'il y a des règlements européens, etc., qui doivent être respectés. Mais on peut, si on peut 20 ans, mettons 20 ans. Bien sûr. On ne touche pas un arbitre, on n'insulte pas un arbitre. Par contre, il y a un autre sujet quand même. C'est qu'il y a des arbitres qui ne sont pas très pédagogues. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, qu'on connaît un autre. Et là, je pense qu'on aurait intérêt aussi, et c'est peut-être un message sur la fédération, on l'avait aussi prévu par ailleurs, mais j'invite quand même la fédération à peut-être imaginer une formation autour de la pédagogie et des relations avec les joueurs. Parce qu'il y en a certains, voilà, soit ils veulent jouer les cow-boys, soit ils sont très maladroits dans la relation, soit ils se prennent pour les tout puissants. Enfin, donc il faut un équilibre, tu vois ce que je veux dire. Oui. Parce que du coup, ça peut énerver les joueurs. Il faut de la discussion entre joueurs et arbitres. Discutons, le dialogue, voilà. Mais les deux sont pas acceptables. Mais en tout état de cause, quand bien même un arbitre aurait quelques maladresses ou parlerait mal, on n'a pas touché un arbitre. Et là, il faut être très sévère. Très bien. On va parler d'un autre sujet, c'est tes goûts dans la pétanque. Ce que tu aimes dans la pétanque, c'est quoi? La compétition. Je suis un compétiteur. Je suis un compétiteur, mais par contre, je ne suis pas un mauvais perdant. Voilà. Quand je joue, c'est pour gagner. Et puis j'ai le plaisir, j'ai l'adrénaline. Et puis ce sport, il te rend humble. Tu vois, c'est l'humilité, moi, la pétanque. Bon, tu sais, au foot, j'avais quand même une liberté d'action, bon, j'avais un poste en particulier, je savais ce que j'avais à faire, etc. C'était pas une science exacte, mais quand même, si tu veux. Mais là, la pétanque, c'est une leçon d'humilité. Tu as à côté de personnes qui jouent 10 fois mieux que toi, qui te font rêver, qui sont d'un calme olympien, et moi, je trouve ça incroyable. Donc déjà, moi, si tu veux, ce qui me fait... Vraiment, ce qui m'anime dans la pétanque, c'est d'abord l'humilité qu'il faut avoir. Donc tous ceux qui sont les meilleurs, qui ont gagné des tournois du village, etc., qui sont les meilleurs du monde, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'être dans des parties serrées, compétitives, et où on se respecte. Voilà, c'est ça, et boire un coup à la fin de la partie. Et la convivialité, c'est aussi boire un coup à la fin, tout à fait. Très important. Pour toi, la plus belle des compétitions à la pétanque, c'est quoi? C'est laquelle? Est-ce que tu penses que c'est un championnat de France, une compétition particulière nationaux, un championnat du monde, un championnat d'Europe?
Honnêtement, aujourd'hui, alors, cette année, ce sera le PPF. Ah, il était magnifique. Des terrains magnifiques. Dans son plateau, des terrains incroyables. Coucou Alex, ce que tu as fait, c'est incroyable. Je crois qu'il a inventé quelque chose, sans doute un des meilleurs terrains que la pétanque ait connu. C'est un régal. Manifestement, ça a fait plutôt l'unanimité. Alors, il y aura toujours évidemment des boubons, etc. Mais là, véritablement, les tireurs purs, les pointeurs. Alors, moi, je suis un pointeur. Mais je me suis régalé. Je ne peux pas y aller au hasard, là. Moi, j'ai regardé les parties, je me suis régalé. Parce que, honnêtement, quand je regarde les championnats de France, que les mecs ils tirent sur des boules de partout, parce que c'est des champions, ça ne m'intéresse pas. Là, il y avait de la stratégie. Dans les championnats de France, je suis d'accord avec toi, les terrains ne prêtent pas au spectacle. Alors, certains diront que c'est du spectacle. On ne voit pas la vraie image de la pétanque. Oui, parce que certains diront que c'est du spectacle. Enfin, c'est beaucoup plus facile de tirer dans des lycées ou dans des bacs à sable. Ça, on est bien d'accord. Que sur les terrains d'Alexandre au PPF. Tu joues pas le même jeu. Non. On a vu beaucoup plus de points évidemment que dans les autres compétitions. Et puis, dans la lycée, tu vas faire rouler ta boule. Là, il te fallait quand même la zone. Hein, il fallait repérer la zone. La donnée avait une importance capitale. Et in fine, regarde, l'équipe qui a gagné, c'était la plus équilibrée. Celle qui avait le pointeur, le meilleur pointeur de l'édition. Fafou au milieu, qui n'a pas tant tiré que ça d'ailleurs. Il a beaucoup pointé. Mais, très bien pointé. Mais grâce à qui? Grâce à Steve. Oui. Parce que le Steve Jiménez, il a marché sur l'eau pendant 2 jours. Ouais. Très belle. Il a été le meilleur tireur de la compétition. Et même de l'autre côté, l'équipe, elle était pas mal. Et puis en face, Benoît, Luc, et j'oublie Guillaume. Et Guillaume. Bien sûr, ils ont été forts. Mais d'ailleurs, on n'arrive pas en finale par hasard. Surtout qu'en demi, tu as les 2 équipes malgaches. Et puis en plus, c'est une surprise à la fin. Au début, sur le papier, il y avait Dylan, et Adrien. Mais il y avait, me semble, un problème d'équilibre. Parce qu'il n'y avait pas de pointeur. Oui. Et les terrains, ils s'apprêtaient à en avoir un. Ouais. Et puis voilà, et c'est pas le loto, si tu veux, parce qu'il fallait être sur la boule. Regarde tous ceux qui étaient 10 devant, ça sautait. Hein. Et ben voilà, et bravo Alex et bravo PPF. Après les championnats, moi je suis pas, c'est pas là où je me régale le plus. Championnat du monde, je trouve qu'il y a 3, 4, 5 équipes, voilà, qui sont compétitives. Ouais, voilà, donc tu vois beaucoup de parties à 13-0, à 13-1, à 13-0, 13-3, enfin, il n'y a pas beaucoup de, voilà, il y a de l'écart, mais en même temps, je trouve que ça progresse. Hein. Regarde aujourd'hui, la France, elle n'est pas seule au monde. Oui. Hein. T'as l'Italie, t'as l'Espagne. Ça fait le deuxième qu'on ne gagne pas. Et ça fait le deuxième qu'on ne gagne pas, mais tant mieux pour la pétanque, tant mieux pour le sport. Et à nous de réagir, à nous de faire en sorte de se préparer aussi. Parce que, est-ce qu'on se prépare autant que ces autres pays? J'en suis pas certain. Aujourd'hui, on a peut-être vécu sur nos acquis tous ces titres de championnat du monde, et ça n'enlève rien. On a des légendes aujourd'hui. Ah oui, les 2 Fifi là. Ah bah les 2 Fifi, mais incroyable quoi. Respect éternel. Henri, respect éternel. Mais même Dylan, qui malheureusement peut-être est en méforme en ce moment, mais ça reste Dylan. Eh bien, attention, parce qu'aujourd'hui, on a Madagascar, il y a la Thaïlande, il y a l'Italie, il y a l'Espagne. Le petit malgache, le tireur, c'est un phénomène. Eh ben oui. Donc voilà, à nous de bouger un peu dans ce sens-là, mais bon, je fais confiance à Jean-Claude. Ah oui. Voilà, pour... Très bien. Et puis à le petit Pereira, son prénom s'échappe. On s'excuse. On s'excuse. Voilà. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de reprendre, en tout cas cette triplette, que ce soit masculine ou féminine. Bon, Joseph, on te connaît en tant que joueur, organisateur de Montpellier. Mais aussi, on t'a connu pendant une petite année sur les réseaux sociaux, puisque tu avais, comme tu as dit tout à l'heure, avec Franck Polo, vous avez fait cette émission. Donc, l'équipe Apollo. Je t'ai raconté l'anecdote. Hein. C'est vrai que tout ça part de mon appartement. Hein. Tous les mardis soirs, on était ensemble, on mangeait les pâtes, on faisait les pâtes à l'italienne, à la sauce tomate avec le parmesan. Et puis, on refaisait le monde. Quoi. Tout le temps, tous les soirs, on faisait le monde, on parlait de pétanque, bien évidemment. Et puis un jour, Franck se lève et dit, mais... Les gars, plutôt que de parler entre nous, faisons une émission. Et donc là, il a eu cette idée de génie. Et il a dit, on va faire avec les moyens du bord. Il a fait ça chez lui. Ça a commencé dans une cuisine. Ça a commencé dans une cuisine. Nous, autour, avec des micros, on a commencé avec des micros un petit peu bas de gamme. Et puis petit à petit, il a évolué. Moi, je me suis régalé. Vraiment. Puis là, c'était 100% plaisir. On débattait. On n'est jamais d'accord. Pratiquement jamais d'accord. Mais
au moins ça permettait de partager avec tous les auditeurs, parce que rapidement il y a eu un succès fou dans cette émission. Oui, il s'est monté à plus de 10 000 personnes en live. Ah oui, on a eu, je crois, même atteint les 12 ou 13 000 une fois, en direct. Hein. Oui. Mais en milliers de vues, enfin voilà, faut voir ça, c'est incroyable. Donc c'était une belle aventure, moi je me suis régalé, ça m'a permis aussi d'apporter un regard un peu différent, je ne suis pas un grand joueur, mais en même temps j'ai des idées, j'ai des convictions, et ces convictions, je voulais aussi les faire partager au plus grand nombre. Bon, manifestement, beaucoup de personnes s'y sont retrouvées, puisque j'ai eu des retours qui étaient plutôt sympathiques, donc merci d'ailleurs à tous les auditeurs. Mais c'était une belle aventure. Moi, ce que je trouvais dans cet équilibre de l'émission, c'est que Franck, c'est un animateur, il a ça dans le sang, on le sait. Tu as Cindy et Stéphane qui étaient du côté joueur pro, tu as Marcel Larborn côté organisateur, et toi, tu avais le côté amateur. Ouais, c'est vrai. Donc, c'était sympa parce que justement tu défendais aussi le côté amateur. Oui. Je l'ai vu sur plusieurs émissions, alors je ne vais pas te les redire parce que tu connais tes émissions, mais ce rôle-là il t'allait très bien et je pense que c'est pour ça que c'est aussi un équilibre dans l'émission. C'était le but. Le but c'est d'avoir une pluralité dans les idées, dans les convictions. Moi c'est vrai que ce qui m'anime c'est le monde amateur, la base finalement, parce que c'est 95%, 98%, quand même des joueurs pétants, donc il faut avoir une attention pour eux. C'est les féminines, c'est les jeunes, et puis c'est aussi des convictions fortes sur la transformation nécessaire de cette pétanque. Moi je trouve que cette pétanque n'évolue pas suffisamment à mon goût. Bon, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, et vraiment moi c'était une modeste contribution, et puis je me suis rendu compte finalement que c'est devenu un phénomène et que beaucoup se sont aussi retrouvés dans nos idées, et donc dans mes idées. Et c'est le mérite de Franck qui aujourd'hui l'émission elle continue. Mickaël qui a rejoint l'équipe. Mickaël Rosati qui a rejoint l'équipe. Des personnes formidables. Avec Roby qui est toujours là. Oui, bien sûr, je le salue parce que vraiment c'est une belle aventure. Et tu parles de Roby, on va lui faire une petite dédicace parce que c'est quand même un des seuls joueurs de haut niveau qui prend le temps à répondre quasiment à tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas facile parce que des fois c'est le plus dur à faire. Ah, il a du temps, Roby. Maintenant il s'est mis au live TikTok. Ah, j'ai vu ça. Je crois que c'est Franck qui lui a passé la maladie. Mais c'est bien parce que ça permet aussi de faire voir que dans notre sport, même les joueurs de haut niveau ils sont accessibles. Ouais. Qui n'est pas toujours dans les autres sports. Et puis Roby aussi, il a des convictions. Alors souvent on n'était pas d'accord, mais c'est pas un secret de polichinelle, on n'était pas d'accord tous les deux, mais ça faisait vivre le débat. Et du coup, ça permettait justement de voir ce côté un petit peu haut niveau, ses attentes, c'est aussi ce qu'il percevait en tant que joueur du haut niveau. Et puis moi, justement, le côté amateur, c'était de dire, mais oui, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le haut niveau. Et puis voilà, donc on n'était pas d'accord, parfois on était d'accord, mais c'était le débat, des fois c'était animé, et puis je crois que tout le monde s'y est retrouvé, regarde le public qui est encore présent. Allez mon petit Joseph, on va entamer la partie des élections, donc je sais que tu as fait partie de la liste à Laurent Rougier cette année, donc voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, c'était une expérience enrichissante, alors je vais tout de suite aller vers la fin, ça a été une défaite même cuisante, puisque notre liste a recueilli 25% contre 75% à l'équipe sortante. Bon, pour les gens qui me connaissent, on sait que je suis un beau joueur et donc félicitations bien évidemment à l'équipe sortante. En revanche, il y a beaucoup de choses à dire sur ces élections. D'abord, honnêtement, je n'étais pas prédestiné à rapidement m'inscrire dans une liste pour faire partie des instances fédérales. Il n'empêche que oui, à travers les équipes Apollo, à travers le mondial à Montpellier, à travers différentes interventions, mon profil a intéressé. D'abord James Darod, après Laurent. Et donc, je voyais là une liste d'opposition avec un programme qui correspondait à mes convictions. C'était une condition sine qua non. Donc, à partir du moment où le programme, en tout cas les grandes idées de Laurent Rougier tournaient autour des idées que je portais, j'ai pas hésité et j'ai bien évidemment accepté de les rejoindre. C'est comme ça que j'ai joué le rôle de directeur de campagne. Parce que c'est quand même important pour entrer dans une liste que le projet nous convienne. Ah oui, c'était pas un chèque en blanc. Voilà. C'est-à-dire je n'y allais pas les yeux fermés. Il fallait vraiment que ça correspondait à mes valeurs, aux idées que je portais, à mes convictions. Et j'ai trouvé en Laurent Rougier
une personne tout à fait compréhensive et qui avait envie de changer les choses. Voilà. Maintenant, l'histoire s'est mal terminée. Alors, comme je suis quelqu'un de résolument optimiste, je me dis que 25% c'est déjà un quart. Et 25%, ça nous donne déjà la moitié de ce qu'on doit avoir pour avoir 50. Voilà. Bon, évidemment, tout ça est alambiqué, mais il n'empêche que je suis résolument optimiste. C'est-à-dire que en partant de zéro, nous avons quand même fait 25%. Tout à fait. Et il nous restera à travailler sur les 25% supplémentaires. Tout à fait. Voilà. Maintenant, voilà, je vais donner mon avis sur ces élections. Il faut savoir que la Fédération française de pétanque et de jeux provençal a un mode de scrutin qui est quand même relativement particulier. On sait que lors des élections, qu'elles soient politiques, qu'elles soient associatives, qu'elles soient même en entreprise, eh bien, un votant égale une voix. Oui. Et très souvent, c'est d'ailleurs au suffrage universel, c'est-à-dire que tous les salariés peuvent voter, tous les citoyens peuvent voter. Alors à la pétanque, c'est totalement différent. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'internautes qui connaissent les règles et les modes de scrutin. Tu vas m'en apprendre une, parce que moi je ne sais pas du tout. Voilà, et bien en fait, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que les votants, qui sont les votants? C'est important de savoir qui vote finalement pour les élections fédérales. Les votants sont les présidents de comité et les présidents de club. En gros, ça pourrait s'apparenter à des grands électeurs, puisque ce ne sont pas les licenciés qui votent, mais bien les présidents de club, ce ne sont pas les membres du comité, mais bien les présidents de comité. Ouais, d'ailleurs, je trouvais ça, moi, dommage que les participants et licenciés ne peuvent rien dire, parce que quand on fait une élection, normalement, c'est tout le monde participe. Voilà, alors c'est un débat. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions, et puis moi je peux comprendre aussi, et j'imagine qu'à l'avenir, on pourra peut-être s'interroger sur ce mode de scrutin. Donc voilà déjà le cadre. Les votants sont les grands électeurs. Ensuite, et c'est là où c'est un petit peu particulier, et presque, j'allais dire, presque un désavantage, notamment pour une liste d'opposition, c'est qu'un votant n'est pas égal à une voix. Comment c'est possible? Eh bien oui, parce que si ton comité est grand, si ton club est grand, plus ton comité est grand, plus ton club est grand, plus tu as de voix. Et en fait, un votant égale plusieurs voix. Donc, en fait, c'est la probata de la puissance du club ou du comité. Exactement. C'est-à-dire que, par exemple, le comité de Dordogne, totalement au hasard, le comité de Dordogne aura un nombre de voix qui sera bien inférieur au comité de Haute-Garonne. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'in fine, ce ne sont pas les nombres de votants qui font l'élection, mais bien le nombre de voix. Oui. Donc, bien hier pour les élections, bien évidemment, ça a beaucoup compté. Pourquoi? Parce qu'il suffit que les instances sortantes, que l'équipe sortante, puisse s'assurer que les grands comités, que les grands clubs votent pour eux pour être élus. Et c'est ce qui s'est passé. Soyons honnêtes, et il l'a été. Mais l'équipe Michel Lebotte n'a absolument pas fait campagne. Oui, ça il l'a toujours, ça il l'a dit, il a été honnête là-dessus. Ils n'ont pas fait campagne, mais ils n'avaient pas besoin de faire campagne. À partir du moment où ils pouvaient tout simplement s'assurer que les grands comités et les grands clubs votaient pour eux, alors c'est tout à fait légal. Bien sûr. Bien évidemment, et je ne suis pas... Ah oui, on ne dit pas qu'ils ont triché. Ah, je ne dis pas qu'ils ont triché, je ne dis pas qu'il y a eu des arrangements, et encore, je ne veux pas savoir. Mais il n'empêche que c'est quand même particulier. Nous, on allait chercher les petits comités, les petits clubs, un par un, le couteau entre les dents, parce qu'on partait de zéro, et on a réussi à rassembler. Mais bien évidemment, on n'a jamais réussi à retourner les gros comités, les gros clubs qui étaient déjà plutôt j'allais dire, proches, en proximité de l'équipe sortante. Voilà les différences notables avec une élection classique. Bon, ben voilà, on a essayé, on a joué, on a perdu, mais comme je suis résolument optimiste et que j'adore en plus toute l'histoire de Nelson Mandela, je dirais que soit on gagne, soit on apprend. Voilà. Eh bien, on a appris, on a beaucoup appris. Donc maintenant, rendez-vous dans 4 ans. Moi, je ne sais pas à titre personnel ce que je ferai dans 4 ans. Ouais. Voilà. Mais en tout état de cause, il faut se réjouir qu'il y ait des listes d'opposition quand il y a des élections. Bien sûr, parce qu'au moins ça permet d'avoir déjà le choix auprès des listes, et puis d'avoir des opinions différentes, et même ça peut servir aussi à la Fédé de se dire, eux ils ont eu cette idée-là, ça peut nous apporter d'essayer d'y travailler dessus. Voilà, après si tu veux, nous, moi je reconnais avoir été très déçu par le résultat pour une raison assez simple, c'est que vraiment j'avais la conviction, je n'étais pas seul à penser qu'on avait un programme qui correspondait vraiment aux attentes, aux enjeux
la pétanque et du jeu provençal. Alors après, comme tu l'as dit, c'est peut-être ces attentes-là sont auprès des joueurs, mais est-ce qu'elles le sont auprès des comités? C'est une autre chose. Tu as raison. Donc voilà, c'est important. D'autant que, tu sais, Laurent Rougier a été victime d'une campagne de dénigrement, de harcèlement, de grossophobie. Je trouve ça inadmissible. Ben, c'est inqualifiable. C'est inqualifiable. Alors, là encore, je ne peux pas dire que c'était téléguidé, je ne peux pas dire que... Non, en tout cas, c'est vrai que certaines personnes, c'était toujours les mêmes, hein, d'ailleurs. Et c'est un petit peu aussi le problème des réseaux sociaux de nos jours, c'est que les gens derrière un écran, ils critiquent facilement et ils dénigrent facilement les gens. Tout à fait. Laurent Rougier est un gentil garçon, il avait beaucoup de projets pour la pétanque. Il a eu effectivement quelques soucis avec une commission de discipline en Occitanie. Enfin, il n'a tué personne. Voilà, enfin, je veux dire, il a un casier judiciaire vierge, ce qui est d'ailleurs un critère d'éligibilité, en tout cas un critère pour pouvoir se présenter aux élections. Il avait autour de lui une équipe quand même compétente, avec véritablement des atouts pour l'avenir de la pétanque. Je suis d'accord avec toi. Alors après, je ne vais pas donner quel côté j'étais, parce que je ne suis pas là pour ça. Non. Mais j'ai trouvé que l'équipe elle avait été construite avec des bases solides, parce que chacun avait sa place. C'était pas on prend le nombre de personnes qu'il faut et puis on fait quelque chose. Là, il y avait vraiment, comme tu disais, un projet. Tout à fait. En plus, il y avait presque même un binôme, hein, puisqu'il y avait Yvette, Yvette Delol, que je pense beaucoup de monde connaissent. Et Yvette est vraiment compétente. Je veux dire, quand on la connaît, elle a des idées, elle est très vive, elle est réactive, elle est mobilisée. Ce qu'elle fait pour les jeunes, c'est incroyable. On voit bien avec son comité. Oui, et puis avec son comité, alors elle a créé en plus un groupe qui est exceptionnel, qui s'engage et qui feront tout pour faire rayonner la pétanque. Voilà, il y avait James aussi, il y avait François Grand, c'est-à-dire qu'on avait aussi James, qui ne connaît pas James. Qui ne connaît pas James. Et puis bien évidemment, beaucoup de colistiers à nos côtés, je ne vais pas tous les citer, ils se reconnaîtront, et d'ailleurs je les embrasse, j'en profite. Mais en tout état de cause, on avait vraiment une bonne équipe, un beau programme. Et ben le choix a été différent, et puis effectivement la campagne de dénigrement nous a fait beaucoup de mal, et voilà. Mais pour autant, ça a été une belle expérience, et je crois qu'il faut encourager les oppositions à s'engager. Bien sûr. Merci Joseph. Si tu as quelque chose à rajouter sur les élections, c'est le moment. Non, enfin aujourd'hui, honnêtement, pour ma part, je ne sais pas du tout ce que je ferai dans 4 ans. Je ne savais pas déjà ce que je faisais il y a 8 mois. Alors voilà, je ne me projette pas du tout. En tout cas, moi, voilà, le seul message que je veux transmettre, c'est n'hésitez pas à vous engager. Voilà. Plus il y aura de listes, plus ça fera effectivement avancer le débat, et plus on est dans une logique démocratique qu'il nous faut absolument installer dans le sport également. Tout à fait. Merci Joseph. Avant de clôturer cette interview, je te remercie déjà de m'avoir accueilli et j'ai passé un très bon moment. Je voudrais aussi te féliciter pour tout le travail que tu as fait, parce que tu as apporté beaucoup depuis que tu es arrivé dans un jeune pétanqueur, tu as apporté beaucoup. Merci. Par tes analyses, et tu es un homme de terrain. Je voudrais te donner le mot de la fin si tu as quelque chose à dire, c'est le moment. Oui, je voudrais dire que, et c'est important pour moi, c'est que je n'ai absolument aucune ambition dans la pétanque, en tout cas à titre personnel. Mon seul souhait, c'est de la faire évoluer. Mon seul souhait, c'est de la faire avancer. Moi, je considère aujourd'hui, c'est mon opinion, qu'il y a une forme d'immobilisme. Voilà, donc je pense qu'on pourrait aller plus loin, on pourrait aller plus vite, et on pourrait prendre des mesures et des décisions qui vont dans le sens de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur la jeunesse, la féminisation. C'est important, ça. Mais évidemment, sur les seniors, sur le handicap, et puis sur comment développer la pétanque auprès du grand public. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses à faire. Elles ne sont pas, à mon goût, suffisantes aujourd'hui. Et donc, j'apporte ma modeste contribution. Mais je ne suis pas seul, on est beaucoup comme ça. Et moi, pour le mot de la fin, je voudrais remercier quelques grands acteurs. Commencer par toi. Parce que je ne sais pas si les gens le savent, alors sans doute, puisque c'est vrai. En fait, tu es quand même à la tête d'un groupe pétanque sur Facebook qui a 122 000 membres. Tout à fait. Voilà, ce qui fait de toi un acteur influent. Et tu as un levier qui est formidable pour essayer aussi d'être dans l'influence et de faire avancer la pétanque.
Je sais que tu attaches beaucoup d'importance aux jeunes et que tout à tu es fait. toujours présent pour aller filmer, pour aller les encourager, et ça c'est formidable. Et puis pas que, parce que si, alors s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va aussi dans les régionaux ou les petits nationaux qui n'ont pas les web télé comme certains, et ben t'es là, Ludovic est là, donc voilà, je voulais aussi Merci, c'est te gentil. remercier au nom de tous les passionnés de pétanque. Voilà. Alors après, c'est vrai que beaucoup parlent que de moi, mais derrière, il y a toute une équipe voilà, qui est extraordinaire et moi je tiens à les remercier aussi parce que c'est du boulot. Évidemment, puis là, bon, tout à l'heure je parlais aussi de l'équipe Apollo, moi je voudrais aussi féliciter Franck, qui direction d'émission, il rassemble plusieurs milliers d'amateurs de pétanque tous les mois. Ouais. Lui aussi, à quelque part, il fait aussi rayonner la pétanque. Et puis il pose des débats sur la table, il fait avancer les choses. D'ailleurs, c'est le seul qui a donné le débat des deux listes opposantes sur un plateau télé et qui a mis justement une élection de la pétanque en avant sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et puis il y a aussi les organisateurs. On a des super événements en France. Et ils n'ont qu'une volonté, c'est de pouvoir faire rayonner le sport, c'est de pouvoir organiser de très très belles compétitions. Je vais prendre bien sûr l'exemple de Marcel. Marcel, c'est quelqu'un d'une générosité incroyable. Lui, à Montpellier, il faut le voir, quand vous êtes dans son équipe, je peux vous dire, vous serrez les dents, voire autre chose même. Parce que dès qu'il y a du budget, le seul objectif de Marcel, c'est s'il a 1 euro, il dépense 1 euro. Voilà, il dépense 1 euro. Il n'y a absolument rien pour lui à la fin. Ça, d'ailleurs, il faut le savoir. Quand on organise un événement de ce type, il n'y a pas de bénéfice. D'abord, nous sommes une association. Et bien avec Marcel, c'est toujours, il faut faire mieux, il faut faire plus. Il faut mettre en avant la pétanque, mettre en avant notre sport et pour attirer davantage. Et puis, je ne peux pas ne pas citer Mehdi, notre Mehdi national avec son lab pétanque. Voilà, d'une gentillesse et d'un engagement sans faille. Alors Mehdi, c'est quand même celui qui peut passer 18 à 19 heures, presque pas autant, tu es aussi beaucoup engagé, mais c'est 18 ou 19 heures pétanque par jour. Oui, puis il fait beaucoup de directs sur TikTok et ce qui est bien, c'est qu'il a une équipe qui l'accompagne régulièrement, donc tu en fais partie. Oui, alors je fais partie. Il y a des débats et c'est super intéressant justement. Oui, alors il rassemble tous les jours des amateurs pétanque. Il y a des grands joueurs qui passent de temps en temps, qui viennent donner, qui viennent le saluer, qui donnent des avis. En tout cas, Mehdi, chapeau pour ce que tu fais. Voilà, c'est quelques exemples, mais je voulais finir par là parce qu'il y a des grands acteurs, il y en a plein d'autres, tous les bénévoles qui s'engagent. Et je trouve que ça serait dommage, vraiment dommage, parce qu'on a un beau sport, on a beaucoup d'amateurs. Oui, ce serait dommage de ne pas travailler pour tous ces gens qui ont envie et qui aspirent à quelques changements. Merci Joseph, c'était un moment super sympathique. Merci à toi, une bonne interview. Je te souhaite, au nom du groupe Pétanque, une très bonne saison de pétanque, puisqu'elle ne va pas tarder de démarrer. Oui. Et puis plein de bonnes choses sur les réseaux sociaux, parce que je sais que tu te développes un petit peu là-dessus. Merci à vous et longue route à vous. Et vive la pétanque. Et vive la pétanque.